J'attire l'attention de mes amis présents que la conférence est diffusée en direct sur les réseaux sociaux, sur la visioconférence. Cher professeur Moulay Hassan Khbib, président de l'Université Qadi Iyad, cher professeur Jean-Louis Charlet, président de l'IAUPL, cher professeur Michel Gay, secrétaire général de l'IAUPL, cher professeur Dhafar Saïdan, président de l'African Finance Network, chers collègues, éminents professeurs, conférenciers, représentants des 11 pays de notre continent africain et de l'Europe, participant à cette manifestation, chers collègues et amis invités. C'est un immense plaisir de vous accueillir dans notre cher pays, le Maroc, au sein de notre université distinguée, l'université Qadi Iyad, et dans l'enceinte de la salle du conseil de l'établissement de la faculté de médecine et de pharmacie de notre université. Et j'en profite pour remercier notre collègue doyen de la faculté, professeur Dr Mouskraoui, qui n'a pas hésité une seconde à mettre cette salle à notre disposition. Nous offrons aujourd'hui une bouffée d'air frais dans une actualité très pesante. La tenue de cette conférence internationale sur le thème de la mobilité académique et la formation universitaire au service du développement de l'Afrique représente pour nous un événement et un challenge qui est relevé malgré toutes les contraintes et obstacles dus à la crise sanitaire qui n'a épargné aucun pays et qui a imposé à tous des restrictions qui ont laissé leurs traces sur nos vies socialement, professionnellement et même scientifiquement. Notre volonté infaillible en tant qu'universitaire nous a permis de relever le défi pour que nous puissions ensemble continuer à accomplir notre devoir envers notre pays, honorer notre mission envers nos étudiants et aller jusqu'au bout dans notre dévouement à la recherche scientifique. Nos efforts nous ont permis d'obtenir des résultats parfois moyens, parfois spectaculaires. Ils nous ont permis aussi de tirer des leçons, et c'est le plus important, de nous poser des questions relatives à notre système universitaire en lien avec notre mission, nos conditions de travail, et surtout en rapport avec quelle université nous voulons, avec quels universitaires, pour quels étudiants et en vue de quelle société, sans omettre les problématiques liées au respect des libertés académiques, liées à la qualité, à la mobilité, aux moyens et à l'harmonisation des formations et des diplômes.
C'est dans ce cadre qui sera présenté plus en détail tout à l'heure par nos collègues intervenants que l'UNESCO et l'IAUPL ainsi que l'universitaire Qadi Iyad, organisme auquel j'ai l'honneur et le privilège d'appartenir, organisme organisateur de cette conférence internationale, souhaiterait promouvoir la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, qui est adoptée par la 40e conférence générale, selon laquelle la mobilité académique, physique ou numérique constitue un élément important pour les formations ainsi que pour leur reconnaissance. Ces interrogations, chers collègues, ou plutôt ces problématiques, entre autres, seront débattues durant les journées dédiées à ce thème. L'IAUPL souhaite approfondir les débats en ce domaine et compléter ce document grâce à la contribution des éminents professeurs, académiciens et experts qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour débattre des dispositifs de cette convention mondiale, émettre leurs idées et partager leurs expériences vécues dans leurs pays respectifs et formuler des recommandations en ce domaine en tenant en compte les priorités des pays de l'Afrique. Nous avons l'immense honneur d'avoir parmi nous des collègues qui sont de spécialités différentes, de pays différents, d'expériences différentes. Avec nous, nous avons notre cher professeur Jean-Louis Charlet, qui est un humaniste hors pair. Et de quoi avons-nous besoin de plus que ça pour construire une vision qui prend en considération l'être humain au sein, justement, de l'université de demain, l'université que nous voulons. Nous avons avec nous, sans citer tout le monde, cher professeur Albert Ando Ossa, avec anciennement ministre de l'enseignement supérieur du Gabon. Je le remercie vivement pour sa participation et de par son expérience et de par son domaine de spécialité ne peut que rendre cette activité des plus enrichissantes. Avec nous aussi, professeur, notre ami Dafar Saïdan, qui est le président de l'AFN. Et ma foi, de par sa position, de par la force de l'association internationale qu'il représente, et qui est d'ailleurs son expérience et son statut en tant que conseiller du chef de l'État tunisien, ne peut que justement rajouter une pierre en plus pour donner de la valeur à cette conférence, sans oublier l'ensemble de nos collègues qui représentent les 11 pays d'Afrique et d'Europe. Mesdames et messieurs, je voulais juste souligner que cette diversité est voulue par l'IAUPL justement pour construire ensemble une vision de par les différents points de vue qui vont être confrontés afin de pouvoir ensemble tirer une conclusion et aboutir à une vision qui est complète, qui prend en considération les préoccupations de chacun des personnalités académiques présentes avec nous. Donc, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de céder maintenant la parole au professeur Moulay Hassan Hbid, président de l'université Qadi Iyad, qui a eu l'amabilité d'accueillir cette importante manifestation et malgré ses engagements, ses préoccupations et aussi les contraintes personnelles que je viens d'apprendre, il a tenu à nous faire honneur et pour être avec nous pour cette séance d'ouverture. Professeur,
Merci, c'est Mohamed, chers collègues. Monsieur le Président de l'UAPL, professeur Jean-Louis Charlet, Monsieur le Secrétaire général de l'UAPL, le professeur Michel Gay, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le Vice-doyen, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour le lancement de cette conférence importante de l'UAPL qui aborde, comme l'a dit mon collègue et ami professeur Mahassine, une thématique d'actualité, une thématique importante, une thématique qui, au cœur de la dynamique de l'université, la dynamique universitaire de manière générale, mais elle est au cœur des préoccupations de l'université Qadi Iyad, celles liées à la mobilité académique. La mobilité académique, notre université en fait une priorité. Nous réservons un budget fort, important pour la mobilité de nos chercheurs, pour la mobilité de nos doctorants, dans le sens où, comme j'ai eu hier le privilège de le dire avec vous, c'est parmi les axes importants stratégiques du développement de l'université. Nous avons 4 axes stratégiques. Nous avons l'internationalisation. Et quand je parle de l'internationalisation, c'est la mobilité des enseignants-chercheurs, c'est la mise en place de laboratoires mixtes, c'est la mise en place de formations à double diplôme, c'est le encadrement de thèses et de jeunes. Et nous avons, dans ce sens, avec nos partenaires de la région de Marrakech-Safi, ce qui constitue d'ailleurs une première à l'échelle du Maroc, nous venons de créer le Fonds régional de l'excellence. Et ce Fonds régional de l'excellence, s'il vise quelque chose, c'est pour permettre à des jeunes, d'abord doctorants, de familles modestes, de pouvoir visiter des grands centres dans des universités en Europe, aux États-Unis et en Afrique pour pouvoir s'ouvrir sur d'autres cultures, parfaire leur capacité linguistique, mais aussi être près de chercheurs de renom là où ils se trouvent. Ce n'est pas seulement, c'est aussi pour des collègues, des chercheurs de chez nous, où nous passons d'un système où l'université encourageait la participation à des congrès à une action qui va permettre aux collègues d'aller séjourner pendant 1 mois, 2 mois dans des centres, dans des grands centres pour pouvoir renouveler d'abord leur vision, apporter des projets, nouer des collaborations, mais des collaborations que nous souhaitons toujours qu'ils soient pérennes et puis donner plus de visibilité à notre université, mais surtout donner plus de visibilité à la production de nos chercheurs, parce que c'est grâce à nos chercheurs, grâce à leur production, à leur apport, que l'université est en train et est rentrée dans les classements internationaux. C'est grâce à nos chercheurs et bien sûr à toutes les composantes de l'université que notre université est leader à l'échelle nationale et régionale. Cette mobilité académique que nous avons au cœur à cette mobilité académique, et bien sûr, s'ajoute la digitalisation qui vient à titre complémentaire et qui devient aussi nécessaire, c'est ce que nous a démontré la pandémie, pour mener à bien nos travaux et pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, même en temps de pandémie, et pour aussi répondre à des exigences de l'attractivité de nos universités. Dans un espace de 8 ans, je dirais même d'une décennie,
notre université est passée de 35 000 étudiants à 106 000 étudiants aujourd'hui. Et chaque année, ces 3 dernières années, nous inscrivons autour de 30 000 étudiants, nouveaux étudiants, ce qui fait que c'est toute une masse. Mais cette massification qui constitue, à mon sens, une démocratisation de l'enseignement supérieur nous réjouit, mais donc c'est constitue un défi. Et de ce défi, nous voulons constituer une opportunité pour développer l'enseignement supérieur, pour développer nos méthodes pédagogiques, pour développer notre manière de gérer, de gouverner et pour développer aussi nos manières d'appréhender la recherche scientifique. La digitalisation constitue un outil fondamental pour répondre à un certain nombre de ces défis. Mais notre université aussi s'ancre dans son milieu. S'ancre dans son milieu parce qu'elle essaye de répondre via des formations innovantes, des formations adaptées à la région, aux exigences du développement régional et national. Et donc, on essaye d'adapter nos formations aux besoins du milieu socio-économique. Notre recherche a développé une recherche développement et développer aussi une recherche-action, mais qui répondent en priorité aux exigences du développement régional et national. Bien entendu, ces axes ne peuvent avoir de l'impact s'il n'y a pas une efficience managériale, et c'est le 4e axe sur lequel repose notre stratégie ces dernières années. Mais ce modèle, on est en train de le revoir, pas uniquement le modèle de Qadi Ayad, mais le modèle de l'université publique marocaine, parce que nous sommes en pleine préparation des assises nationales de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, et qui commencent par des assises régionales. La prochaine rencontre de la région Marrakech-Safi, ça sera le 31 de ce mois-ci, où nous accueillons notre ministre et tous les partenaires après quelques semaines d'écoute de tous nos partenaires socio-économiques, associatifs, de toutes les composantes de l'université pour accueillir leurs propositions, leurs doléances, leurs exigences. Et j'espère que ces assises nationales conduiront à mettre en place, c'est le vœu de notre ministère, c'est le vœu de notre ministre, à mettre en place le pacte de transformation et d'accélération de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation à l'horizon 2030, parce que vous le savez mieux que moi, c'est qu'à l'horizon de 2035-2040, beaucoup de métiers vont être transformés. Moi, je ne dis pas qu'ils vont disparaître, je dis qu'ils vont être transformés et beaucoup de formations doivent être revues. Donc, d'où cette nécessité de se concerter d'horizons différents, de pays différents, comme dans cette conférence, pour discuter du devenir de l'enseignement supérieur. Et c'est grâce à la mobilité académique, aux concertations entre académiciens, entre les professionnels de l'enseignement et de l'enseignement supérieur que nous pouvons ensemble bâtir le monde de demain, ensemble dans un esprit de solidarité, de complémentarité, et en s'entraidant et en échangeant des idées que nous pouvons bâtir le monde de demain, parce que le monde de demain, il présente plusieurs défis, mais comme je le dis toujours, il faut faire des défis, des opportunités. Donc, je vous remercie vivement d'avoir choisi notre université pour abriter cette importante et belle conférence. Je vous souhaite un bon séjour à Marrakech et un bon séjour à l'université Qadi Ayad. Je remercie monsieur le vice-doyen et monsieur le doyen de la fac de médecine d'avoir accepté d'abriter cette conférence et dans cette belle salle de conseil. Je reste à votre disposition pour contribuer comme je peux à l'aboutissement des travaux de cette conférence. Je vous remercie. Merci.
Merci infiniment, cher collègue président. Au nom de tous les participants, je vous renouvelle mes remerciements pour votre implication personnelle et pour votre soutien, grâce auquel cette manifestation a pu voir le jour, et ce malgré les nombreuses occupations et responsabilités qui ne cessent de s'alourdir, d'autant plus, comme vous l'avez dit, que nous sommes devant de grands chantiers qui sont en cours, des chantiers qui concernent la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation 2030, qui est porté par notre ministère de tutelle et qui est à la fois un projet ambitieux et nécessaire pour rendre justice à l'université marocaine et favoriser sa promotion au rang des universités les plus avancées. Avant de passer la parole à mon ami et collègue professeur Michel Gué, secrétaire général de l'IAUPL, j'aimerais remercier Madame Karima Bounemra Ben Sultan, qui est la directrice de l'IDEP des Nations Unies, qui nous suit à distance et qui va intervenir par visioconférence tout à l'heure vers 10h moins quart, comme une intervention, conférence d'ouverture qui va nous permettre justement de lancer les travaux de cette conférence. Je cède la parole à mon cher ami et collègue professeur Michel Gué. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire déjà tout le plaisir que j'ai à participer aujourd'hui à ce colloque sur la mobilité académique et les formations universitaires au service du développement de l'Afrique, organisé conjointement par l'Université Kadi Hayat et l'IAUPL, et avec le soutien de l'UNESCO. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président de l'Université Kadi Hayat de nous accueillir aujourd'hui dans cette belle ville de Marrakech et dans ces beaux locaux de la faculté de médecine et de nous apporter son soutien. C'est la deuxième fois que nous profitons de ces locaux à l'Université Kadi Hayat et nous en sommes très heureux. Remercier ensuite les professeurs Oleg Kurbatov et Mohamed Mahassine, sans qui ce colloque n'aurait pas lieu. Oleg Kurbatov, responsable pour l'IAUPL des relations avec l'UNESCO et l'ONU, qui a été à l'initiative de ce projet et a obtenu avec beaucoup d'opiniâtreté le soutien de l'UNESCO. Mohamed Mahassine, vice-président de l'IAUPL, pour la mise en place et l'organisation de ce colloque à Marrakech. Je voudrais enfin adresser mes cordiales salutations à tous les intervenants et en particulier à tous ceux qui ont pu faire le déplacement malgré les obstacles sanitaires pour partager et échanger sur le sujet du colloque. Et aussi, bien sûr, remercier à tous ceux qui nous écoutent à distance sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui comme hier, l'objectif de l'IAUPL, créé en 1944, partenaire officiel et ONG de l'UNESCO depuis 1947 et de l'ONU depuis 1966, est de promouvoir et de défendre les libertés académiques et la fraternité académique, et aussi de favoriser l'échange entre les universitaires par-delà les frontières nationales, académiques ou de discipline. Les universitaires ont beaucoup à dire sur l'évolution de leur métier et de l'enseignement supérieur, mais ils ont surtout intérêt et le devoir de le dire au plan international pour confronter le fruit de leur expérience et de leur réflexion avec leurs collègues. Car les universitaires, trop souvent absents des débats de la société, ne doivent pas laisser à d'autres le soin de les représenter et de parler en leur nom sur des questions qui les concernent et qui engagent leur avenir et celui de leur pays. C'est pourquoi, avec l'UIAUPL, seule organisation internationale non gouvernementale ayant vocation à représenter tous les universitaires, nous avons voulu modestement, mais avec toute la détermination que nécessite une telle ambition, redonner la parole aux universitaires à l'occasion d'enquêtes, de débats, de colloques, comme celui que nous ouvrons aujourd'hui.
Plus de 5 millions d'étudiants poursuivent leurs études supérieures à l'étranger. La croissance rapide de la mobilité internationale au niveau universitaire devrait se poursuivre passé l'intermède de la pandémie Covid. Cette mobilité importante des étudiants et des universitaires exige un cadre réglementaire mondial pour la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. La Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur relative aux formations universitaires, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO lors de sa 40e session, constitue désormais ce cadre. C'est pour nous une grande satisfaction, la satisfaction d'une très ancienne revendication de notre organisation, puisque la nécessité d'une telle convention avait déjà été exprimée par les intervenants de la table ronde sur la Pax Academica et les responsabilités internationales des professeurs des universités, organisée en 1988 par l'IAUPL à Malte. Nos anciens maîtres ont fait œuvre de pionniers. Ils parlaient aussi à cette occasion d'un statut mondial de l'universitaire, mais en ce domaine, la revendication reste à conquérir. Tous les thèmes importants pour l'enseignement supérieur dans ce domaine doivent être mobilisés. La qualité des formations, la mobilité des universitaires, la coopération multilatérale, la transparence et la reconnaissance des qualifications, l'internationalisation des établissements. C'est aussi un sujet essentiel pour l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche et de nos établissements qui doivent chaque jour davantage répondre aux enjeux nationaux et internationaux dans une compétition scientifique de plus en plus intense. L'économie de la connaissance est devenue un enjeu politique en Europe comme ailleurs, et toutes les instances internationales n'ont cessé depuis l'an 2000 de la promouvoir et d'en faire le défi essentiel de nos sociétés contemporaines. La plupart des autorités politiques ont compris que l'innovation est un ferment de la compétitivité et de la croissance économique, et que le devenir des pays passe par un renforcement de la recherche et de la formation. Dans le contexte d'une économie mondialisée, de plus en plus dépendante des connaissances, l'enseignement supérieur est de plus en plus un facteur de compatibilité économique. Par la formation des hommes, par la constitution, la diffusion et la conservation des bases de la connaissance, l'enseignement supérieur est au cœur de ce nouveau processus et apparaît comme l'acteur principal de l'économie de la connaissance. Les universités qui ont amplement prouvé au cours des siècles leur capacité à s'adapter, à évoluer et à engendrer le changement dans la société constituent un maillon central des projets politiques. L'enseignement supérieur est confronté à de profondes mutations, parmi lesquelles l'augmentation et la diversification de la demande en enseignement supérieur et un environnement de plus en plus concurrentiel. Depuis plusieurs décennies, le secteur de l'enseignement supérieur suscite une attention accrue grâce à son rôle moteur dans le renforcement de la croissance économique et la valorisation de l'innovation. Partout dans le monde, le développement de l'enseignement supérieur est désormais considéré comme une condition nécessaire pour l'expansion de l'économie. Dans un contexte économique caractérisé par le changement et l'apparition de nouveaux modèles de production fondés sur le savoir et le traitement de l'information, l'enseignement supérieur a un rôle fondamental à jouer car la proximité avec la recherche, la méthode scientifique et les aptitudes intellectuelles qu'elle impose dans la résolution des problèmes sont de plus en plus en phase avec les compétences qu'impose l'économie de la connaissance. Les universités doivent prendre conscience du rôle qu'elles ont à jouer dans ce processus, mais pour cela, elles doivent conserver leur rôle essentiel et unique de diffusion des valeurs universitaires liées à l'humanisme et à la formation de l'esprit critique. Nous devons tous nous mobiliser afin que le monde académique devienne davantage source de progrès, de liberté et d'éthique au sens de Kant, c'est-à-dire du devoir, ce que l'on doit faire et ce qu'on doit s'abstenir de faire. Il doit être aussi le prolongement de notre quête ardente de paix, de la promotion de la culture humaniste et du maintien de la grande conversation critique que l'humanité entretient avec elle-même. Pour ce faire, la coopération entre les institutions académiques devient in fine la source nourricière d'une espérance collective. Elle doit être davantage coordonnée pour favoriser un niveau d'échange plus élevé de telle manière que chacun puisse s'appuyer sur la capacité de l'autre. Le partage des connaissances, la coopération internationale et la constitution de réseaux sont donc essentiels au progrès de la connaissance.
est notamment nécessaire pour éviter que, dans le paysage universitaire mondial, la concurrence accrue entre les établissements ne creuse un peu plus l'écart entre les pays. L'édifice moderne de l'enseignement supérieur a été construit sur des pierres anciennes, mais toujours vives, qu'il vaut mieux connaître si nous voulons comprendre qui nous sommes et qui nous souhaitons être. Les partenariats internationaux et la mobilité internationale peuvent nous y aider, car ils nous aident à prendre conscience de ce que nous sommes. Approfondir la réflexion sur les orientations et les méthodes, les enjeux et les pratiques. Vos débats, vos propositions et vos contributions seront de la plus grande utilité pour faire entendre la voix des universitaires en ce domaine. Je vous réitère mes plus vifs remerciements et vous souhaite plein succès aux travaux de cette rencontre internationale. Je vous remercie. Merci. Merci, cher professeur Michel Gay. Notre illustre association continue à rayonner de plus beau grâce à votre leadership ainsi que celui de nos présidents, dont l'actuel professeur Jean-Louis Charlet, et l'ensemble de ses composantes. Votre guidance et votre mode de gouvernance de l'ensemble des instances de notre association, l'IAUPL, avec grâce à votre clairvoyance, dynamisme, implication et engagement sans faille dans la défense des libertés académiques, tout cela et bien d'autres qualités ont assuré à notre association une place de choix aux Nations Unies et à l'UNESCO et finissent justement par garantir à l'IEPL sa pérennité dans une continuité qui remonte à l'avant-seconde guerre mondiale. Donc, je vous remercie infiniment pour votre allocution. J'aimerais profiter pour remercier l'équipe organisatrice, le professeur Hassan El-Bahi et nos étudiants doctorants, Kenza Bennis, Mahdi Rafi, Omar Ouhoud et Wissal Al-Abbasi pour tout le travail qu'ils ont effectué justement pour permettre la mise en place de ce programme, sans oublier le staff technique de la présidence à travers toutes ses composantes. Monsieur Talha qui est avec nous, qui s'occupe de la visioconférence. Merci beaucoup pour les efforts que vous ne cessez de fournir. Je passe la parole maintenant à Monsieur le Président, mon cher ami Dhafar Saïdan, pour une courte allocution. On profite de sa présence aussi pour donner une idée sur l'AFN qu'il préside. Merci, merci, chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des organisateurs, bien sûr l'IAUPL, l'UNESCO, l'Université Qadir Riyad, et merci de cette invitation qui est très très importante pour nous, puisqu'elle s'inscrit au fond dans le thème de notre congrès, mobilité académique et formation universitaire au service du développement de l'Afrique. J'aimerais rebondir sur la fin de cet intitulé, le développement de l'Afrique. En effet, et je vais présenter ça de manière très brève en 4-5 minutes, nous avons, avec mes collègues, et nous sommes, si je puis dire, en renfort, puisque le professeur Babacar Sen fait partie de cette initiative, le professeur Nabil Jedlen également. Nous sommes les cofondateurs, depuis maintenant 2 ans, d'un réseau universitaire au service du développement de l'Afrique. Ce réseau s'intitule l'AFN, l'African Finance Network. J'aimerais vous en dire juste quelques mots pour qu'on puisse voir ce que l'on peut faire ensemble, ce que l'on peut construire ensemble, co-construire, justement pour rebondir sur la notion de réseau qui est évoquée par l'ensemble des collègues.
L'AFN, l'African Finance Network, très brièvement, est une organisation non gouvernementale, sans but lucratif, qui a pour but de mettre en relation les élites académiques et professionnelles qui s'intéressent à l'Afrique et de fédérer les efforts pour une réflexion prospective approfondie sur la question de l'émergence en Afrique. Alors, l'AFN, je peux vous parler d'historique par la suite, puisque cette historique se réfère également au rôle qu'a joué très important Madame Karima Mbounemra, à l'époque directrice du bureau de la CEA à Rabat. Dans le cadre de cette dynamique, nous avons souhaité rebondir sur la notion d'intégration régionale. Et au fond, cette intégration nous a semblé pas tout à fait évoluer. Et donc, on a rebondi sur cette notion d'intégration pour essayer, nous, à notre petit niveau d'universitaire, de montrer au fond qu'on peut réussir cette intégration au niveau régional en essayant de fédérer nos forces, c'est-à-dire en réunissant, en développant des échanges entre les universités, les écoles, les laboratoires de recherche, les entreprises financières et non financières, etc. Et le but, c'est d'être une courroie de transmission entre le monde de la recherche et le monde professionnel, financier et non financier africain. Alors, des accords cadres ont été signés avec des instances régionales pour justement développer cette excellence, et notamment grâce à l'accord cadre signé avec l'Union des banques maghrébines, mais aussi l'Union du Maghreb arabe, d'autres partenaires comme le Club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique, l'AFN cherche à développer effectivement une expertise de haut niveau en organisant des séminaires de recherche, en développant des travaux théoriques mais aussi empiriques basés sur des méthodologies rigoureuses et originales qui visent évidemment l'excellence à travers des publications dans les classements internationaux reconnus. Sur ce dernier point, j'ai le plaisir donc de vous informer qu'il existe une revue scientifique dirigée par Babacar Sen, qui est l'African Finance for Development Review. Et l'objectif de cette revue, c'est de permettre aux chercheurs juniors, mais aussi seniors, ainsi qu'aux praticiens du continent, d'avoir un cadre de haut niveau pour la vulgarisation de leurs travaux. Nous souhaitons, bien entendu, grâce à ces journées, lancer un appel aussi à l'adresse de l'IAUPL, mais aussi de l'UNESCO, pour dire que nous souhaiterions intégrer la dynamique que vous avez initiée et nous aurons l'occasion de développer davantage le contenu de notre mission à travers ce réseau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur, président Dr. Aidan. C'est bon. Je vous remercie pour votre intervention. Votre présence compte beaucoup à nos yeux, d'autant plus que nous sommes en train de préparer une convention de partenariat avec l'université Qadaïad et l'université Mohamed VI Polytechnique. Elle est au service juridique maintenant pour pouvoir, nous attendons qu'ils émettent leur avis. Et nous sommes certains que ce sera pour nous tous, IAUPL, les deux universités et l'AFN, une bonne démarche pour une collaboration fructueuse, bénéfique à nous tous, aux différents organismes et aux personnes qui peuvent en tirer plein avantage. Merci, cher Président. Je ne sais pas si Madame Karima est connectée. Oui, elle est avec nous. Bienvenue, Madame Karima Mbounemra Ben Sultan. J'espère qu'on a été pile à temps quand même. C'est une bonne chose pour que vous puissiez intervenir. Je vous remercie pour votre participation, pour le temps que vous avez pris afin d'être parmi nous aujourd'hui lors de cette conférence internationale sur la mobilité académique, la formation universitaire au service de l'Afrique. Votre expérience si grande et si riche
au sein des Nations Unies et au niveau de l'IDEP que vous dirigez actuellement nous sera d'un grand avantage et constituera un grand éclairage. D'où justement l'importance d'avoir programmé votre intervention comme une conférence d'ouverture pour les travaux de cette conférence. Je vous remercie infiniment et je vous cède immédiatement la parole pour ne pas trop abuser de votre temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Distingués participants en vos rangs, grades et qualités, en général, je poursuis par mesdames et messieurs, mais il ne me semble pas avoir vu beaucoup de dames et j'espère que c'est un sujet dans la mobilité que vous traiterez aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous pour cette rencontre accueillie par ce temple du savoir qu'est l'Université Qadi Ayad de Marrakech et de m'adresser à tant d'éminents représentants du monde académique. Je regrette que cela ne soit qu'en mode virtuel, ce qui me prive du plaisir d'être à Marrakech, ville où je séjourne toujours avec le plus grand plaisir. Chers participants, il a été dit, la plupart des défis auxquels nos pays tentent d'apporter des solutions dans le cadre de leur programme de développement et la réalisation des agendas 2030 et 2063 sont communs. Beaucoup, parmi eux, ont une dimension transfrontalière et requièrent une réflexion concertée. Tous pourraient être mieux, plus efficacement et rapidement solutionnés si les pays faisaient davantage appel aux compétences formées dans nos universités et si une plus grande synergie entre ces compétences était renforcée. En effet, mutualiser les connaissances et savoir-faire acquis au sein de l'université et les mettre au service des décideurs n'est plus un choix. C'est une obligation si nous voulons que nos pays se transforment, renforcent leur résilience et construisent un avenir meilleur post-pandémie. Et je pense que si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est que en aucun cas nous ne remettons en cause ce constat, bien au contraire. Alors, les dictionnaires nous disent de la mobilité que c'est un caractère de ce qui peut se mouvoir, changer de place, de position. Changer de place, bien évidemment, fait référence à une mobilité physique dont les modalités, conditions et cadres seront traités au cours de ces 2 journées à travers des débats sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et le renforcement du rôle des universitaires, l'accès des jeunes et des femmes aux formations traditionnelles et numériques, le développement des formations universitaires traditionnelles et numériques et la mobilisation académique. Mais la mobilité, de mon point de vue, peut et doit surtout être intellectuelle. Une mobilité qui est encouragée aujourd'hui par l'utilisation plus massive des nouveaux outils numériques, aussi bien pour la conception et l'accès aux produits d'apprentissage que pour la communication entre étudiants, enseignants et chercheurs. Une mobilité où la coopération et l'enrichissement mutuel peuvent se faire indépendamment de la localisation géographique et des frontières terrestres, et bien sûr qui n'est pas assujetti à l'octroi de visa. Ceux parmi vous qui ont participé à la consultation organisée récemment par le professeur Jeffrey Sachs pour le SDSN, le réseau des solutions pour le développement durable, sur la contribution et le rôle des universités dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, ont adhéré à l'appel à une plus grande implication du monde académique à travers une transformation numérique adaptée aux exigences d'une reconstruction post-Covid réussie. Ce même appel a été formulé lors du 4e Forum africain pour la science, la technologie et l'innovation qui s'est tenu en marge de la 8e session du Forum régional africain pour le développement durable, session qui a réuni à Kigali plus de 1800 participants de tous les pays africains. C'est dans ce même esprit que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a lancé récemment le réseau des jeunes économistes, YEN en anglais, Young Economist Network, qui est coordonné par l'IDEP, initiative que nous considérons comme un investissement pour l'avenir du continent. L'objectif du réseau, en phase avec la mission de la CEA,
et d'appuyer l'analyse macroéconomique au niveau national, sous-régional et régional, promouvoir l'établissement d'unités de recherche en politique macroéconomique performante afin d'accompagner la prise de décision sur les politiques de développement dans les pays africains qui participent au réseau, créer une plateforme pour former, responsabiliser et impliquer une nouvelle génération de jeunes modélisateurs qualifiés. Et bien sûr, in fine, aider les pays à réaliser plus efficacement les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Plus spécifiquement, il s'agit d'exploiter le potentiel des jeunes Africains en les dotant de compétences et connaissances qui vont améliorer leur aptitude à la recherche et la modélisation. Nous avons eu l'occasion à Kigali de rencontrer les membres du réseau qui ont partagé avec nous leur enthousiasme et leurs idées novatrices. La deuxième spécificité est de construire ou renforcer la capacité des gouvernements en analyse macroéconomique et la formulation et la mise en œuvre de politiques nationales avec un focus sur le contexte et spécificités institutionnelles. Il ne s'agit plus d'avoir des modèles clés en main, des boîtes noires qu'on ne peut ni décrypter ni faire évoluer. Et enfin, il s'agit de faciliter un dialogue régional au cours d'un cadre de modélisation permettant l'intégration des piliers économiques, sociaux et environnementaux de l'agenda 2030. Aujourd'hui, la plupart des modèles ont une approche sectorielle, finance, commerce, avec assez peu d'interactions entre elles. Dans le cadre, par exemple, de la zone africaine de libre-échange, la ZLECAf, elle est approchée dans notre concept de modélisation par bien évidemment son impact sur le commerce intra-africain et les finances publiques, mais aussi son potentiel de création d'emplois, nouveaux emplois dans le cadre de l'économie verte et bleue, l'industrialisation et la diversification, la participation du secteur privé, celle des femmes et des jeunes, sa relation à l'environnement et, sujet qui nous réunit aujourd'hui, la libre circulation des personnes. Aujourd'hui, le réseau des jeunes économistes réunit 759 participants de 75 universités venant de 28 pays africains. Le réseau a commencé ses activités par une formation en ligne sur la modélisation afin de renforcer les compétences des participants et parvenir à une compréhension commune de la nécessité d'innover dans la recherche de solutions pratiques aux défis de nos pays. Il va travailler sur des projets de recherche qui regrouperont des équipes multi-pays. Un premier appel à proposition a permis de lancer un travail de conception d'un modèle pour l'atteinte de 10% de croissance, objectif qui nous semble plus réaliste que les 7% généralement préconisés pour un développement durable et pour un ancrage du développement dans le développement humain. Cet appel à proposition va être suivi très bientôt par deux autres. Le premier sur la gestion du risque systémique et la prise en compte de manière générale du risque dans la planification. Et vous conviendrez avec moi que les 2 années que nous venons de vivre justifient pleinement ce choix. Le deuxième sujet est l'intégration de l'impact climatique sur le développement problématique, qui est une problématique d'autant plus opportune que l'Afrique s'apprête à accueillir la COP27 sur le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le réseau est donc une concrétisation de cette mobilité intellectuelle que nous préconisons. Et j'invite à cette occasion vos étudiants et chercheurs à le rejoindre si ce n'est déjà fait. Suite à l'intervention de M. Zafar Saïden, la coopération avec l'AFN me semble tout à fait naturelle et nous travaillerons ensemble pour créer les synergies nécessaires. Je terminerai par une citation d'Abdelwalid Ibn Rushd, Averroès, pour ceux qui ne connaissent pas la version en arabe, qui disait « Le savoir acquis dans un pays étranger peut être une patrie et l'ignorance peut être un exil vécu dans son propre pays. » Donc, je suis persuadée que vous allez tous ensemble faire en sorte d'innover en soutenant le savoir grâce à une mobilité académique, physique et intellectuelle qui ouvrira de nouveaux horizons à nos jeunes femmes et nos jeunes hommes, leur offrira des perspectives enrichissantes et les confortera
dans l'idée qu'un meilleur avenir est possible. Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la directrice Karima Bounamra Ben Sultan, pour cet exposé assez riche d'informations et assez riche d'orientation qui vont permettre justement, qui s'intègrent pleinement dans le sujet et le thème qui est discuté, préconisé à la discussion durant cette conférence. Votre expérience assez large et profonde sur le terrain, en action, comme je vous ai toujours connu grâce à mon ami Nabil Jedlan, nous honore et je vous remercie pour le partage que vous avez effectué aujourd'hui et pour votre présence. J'en profite pour laisser peut-être que certains de nos conférenciers voudront intervenir s'il y a des idées qui vous ont stimulé et qui attirent votre curiosité, tant que nous profitons de la présence de Madame Karima. Oui, Michel Gué, secrétaire général de l'IAEPL, je voulais aussi, Madame, vous remercier pour votre intervention et pour l'honneur que vous nous faites en intervenant dans notre colloque. Tous les thèmes que vous avez abordés sont des thèmes effectivement qui se recoupent à travers les différentes interventions qui auront lieu dans notre conférence et qui sont importants pour le développement de l'Afrique. J'en cite un parmi les autres, mais que vous avez tout de suite noté, c'est l'importance de la promotion des femmes dans les formations universitaires. Et c'est vrai que notre Assemblée, en partie à cause du Covid, manque d'intervenants femmes, mais il y en a quand même quelques-unes qui interviendront à distance, hein, du Brésil, de la Russie et puis d'un autre pays. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous oublions, bien au contraire, ça fait partie de nos objectifs de promotion et d'études. C'est important. Et ce que je voulais dire pour l'IAEPL, l'IAEPL est présente à l'UNESCO et à l'ONU. Les problèmes universitaires sont notre principal sujet d'étude, mais nous le faisons toujours en rapport avec la société civile, parce qu'il est important qu'il y ait une collaboration des deux, et je crois que pour l'UNESCO et pour l'ONU, ce sont des thèmes importants. Donc, merci encore pour votre intervention et ça ouvre beaucoup de perspectives dans des collaborations futures entre notre organisation et puis les organisations que vous avez décrites. Merci, madame. Je vous remercie, Madame Karima, pour votre présence encore une fois. Vous pouvez vous connecter à la conférence quand vous le souhaitez avec le lien que je vous ai envoyé. Et je vois mon ami Nabil Jedlan qui souhaite s'adresser à vous. À toi, cher ami. Merci, cher président. Merci pour cette invitation. Je tiens bien sûr à remercier les organisateurs pour l'invitation, pour l'excellente organisation. Je tiens particulièrement à remercier Madame Karima Ben Sultan. Je crois que moi et Dafar, on connaît très bien depuis au moins une dizaine d'années. Je tiens à préciser un point très important. En Afrique, l'IDEP, l'institut que gère Madame Ben Sultan, est très importante pour le développement africain. Je fais partie du réseau IEN, le réseau des jeunes économistes africains. Je peux vous dire que c'est une expérience unique. J'aurai l'occasion d'en parler. Je vais la présenter, cette expérience, donner l'exemple de ma présentation en utilisant l'exploit de ce réseau qui est au service de nos jeunes doctorantes et doctorants africains.
l'idée que je vais développer, c'est justement moi, je dis toujours que l'IDEP et la CEA essayent de joindre l'utile à l'agréable. Vous savez, ils visent à former des jeunes africains, à démocratiser en quelque sorte la formation au service d'un continent qui en a besoin, mais en même temps à atteindre un objectif très, très important. Bon, on a signé la ZLECAf, on a besoin de modélisateurs, on a besoin de gens qui, quand même, évaluent l'impact de cet accord sur l'économie de leur pays. Et donc, je crois que c'est dans ce cadre partiellement que l'UN s'est créé. Donc, je tiens à vous remercier, à vous féliciter, Madame Karima. Merci à vous, cher Président. Chers collègues, merci, chers collègues, amis, professeur Nabil Jidlan, vice-président de l'AFN. Je cède la parole au professeur Dafer Saïdan. Je serai très très bref. Je saisis l'occasion pour dire publiquement à Madame Karima Bounemra le plaisir qu'on a à travailler avec elle depuis de nombreuses années, comme l'a signalé mon collègue Nabil Jidlan. Merci beaucoup, Karim, pour tes encouragements, pour l'envie que tu nous as donnée, en fait, de passer au fond de l'intégration régionale, l'intégration économique, à l'intégration du savoir et des savoirs. Et voilà, avec l'IDEP, je pense que nous allons développer une autre dynamique d'intégration africaine. Et encore une fois, voilà, je tenais à te remercier publiquement pour vraiment cette capacité que tu nous as offerte et cette envergure à l'échelle du continent. Merci. Merci, cher président Dafar. J'aimerais remercier et justement infiniment la présence avec nous des professeurs Madani Ben Hayoun et professeur Moulay Hassan Al-Alawi. J'aimerais en profiter justement pour les remercier pleinement pour l'aide et le soutien précieux qui nous ont apporté pour nous permettre justement et faciliter la tenue de cette conférence. Je sais très bien, ce sont des personnes qui agissent dans le silence, je dirais même dans l'ombre, mais mes excuses, chers amis, je vous remercie quand même publiquement. Alors, je cède la parole au professeur El-Madani Ben Hayoun, qui veut justement s'adresser à vous, Madame la directrice Karima Ben Sultan. Merci, cher Président, honorable assistance. Donc, je commencerai, si vous me permettez tout d'abord, de remercier le Président Mahassine pour l'excellente organisation de cette importante manifestation et qui, à mon sens, jette quelques idées en pâture et ouvre un certain nombre de débats. Et les débats sont très importants de par le thème général de la conférence qui est la mobilité académique et formation universitaire au service du développement de l'Afrique. Sachant pertinemment que l'Afrique a besoin de beaucoup de choses, et notamment le développement, quand on dit développement, c'est le développement économique, politique, anthropologique, etc. Et pour ne pas que mon intervention soit un petit peu dérangeante, je vais essayer de m'adresser à Madame Karima Ben Sultan pour la remercier de son intervention qui est de haute facture. C'est vrai, vous avez ouvert beaucoup de pistes de réflexion et qui nécessitent pour chaque piste un colloque. À mon sens, pour chaque piste qu'elle a ouverte, ça nécessite un colloque. Et là, elle a justement brassé tous les aspects de la mobilité académique et il a ajouté aussi la mobilité intellectuelle qui, à mon sens, est importante. Donc là, je vous remercie, Madame, pour vos propos, pour vos approches innovantes. Merci beaucoup et je cède la parole au Président pour ne pas alourdir mon intervention. Merci.
Merci. Merci beaucoup, cher professeur Madani Belhayoun. Je remercie professeur Babacar Séné, qui est le vice-président de l'AFN, qui est présent, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous malgré sa mobilité. On vient de me parler justement d'une rencontre que vous avez faite au Sénégal avec le vice-président de l'université. Donc, il a été agréablement surpris de savoir que vous serez avec nous aujourd'hui. D'autres PNListes vont se joindre à nous. Ils arrivent aujourd'hui. Donc, il s'agit du professeur Guillaume Champy et du professeur Razaranaïna Jean-Claude. J'ai réussi à prononcer le mot, donc ils vont le nom. Donc, ils vont se joindre à nous. Ils arrivent seulement aujourd'hui. Mesdames et messieurs, faisons de cette rencontre un instant précieux, un instant volé au temps qui ravive nos esprits et réchauffe nos cœurs aguerris. Des pistes se sont ouvertes aujourd'hui pour mener la réflexion dans le cadre du thème que nous allons aborder durant ces 3 jours. 2 journées seront organisées au sein de notre université Qadi Iyad et la 3e journée au sein de l'université Mohammed VI Polytechnique à Ben Gurir, dont je remercie le président, monsieur Hicham Habti, pour son accueil et pour la prise en charge de cette journée du 5e panel. Je vous invite aujourd'hui à prendre une petite pause de confort avant de revenir pour le premier. Peut-être que Madame Karima voudrait... Non, apparemment, non. Non, elle est toujours là. Elle est toujours là. Je m'étais juste... Oui, je croyais que vous étiez partie. Non, non, non. La rencontre me tient à cœur et j'essaierai de suivre, à défaut de pouvoir y participer à beaucoup des discussions, parce que je pense que cette thématique est une thématique fondamentale pour le continent. Merci à tous ceux qui ont pris la parole en réaction à mes quelques mots. Je voulais préciser que l'IDEP, qui est l'Institut pour le développement économique et la planification, qui est basé à Dakar, d'où je vous parle, en fait, et qui a bientôt 60 ans d'existence, a pour principale mission de former les fonctionnaires des gouvernements africains. Mais cette formation des fonctionnaires des gouvernements africains ne peut pas se faire dans l'isolement et le cloisonnement. Elle se fait beaucoup en relation avec le monde académique. J'ai parlé du réseau que nous gérons, le réseau des jeunes économistes, mais la volonté de créer ce réseau vient d'un certain nombre de constats et d'appels qui ont été faits par nos fonctionnaires. Et nous sommes un pont entre, je dirais, les décideurs et ceux qui peuvent aider à la réflexion et à la prise de décision. Et c'est en ce sens que j'ai été ravie d'être avec vous ce matin. Et encore une fois, je vous souhaite, d'abord, je vous remercie, je vous réitère mes remerciements pour l'invitation et vous souhaite des débats très, très fructueux. Nous resterons à l'écoute de vos recommandations. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup, Madame la directrice. Nous sommes très, très honorés, encore une fois, par votre présence. La salle de conférence est ouverte à vous et vous accueille à grands bras. Vous suivez avec nous. Malheureusement, on ne peut pas vous inviter à la pause confort, mais je vous invite à prendre un petit quart d'heure pour justement la faire en virtuel, à distance. Merci beaucoup encore une fois. Donc, chers amis, on prend une petite pause et on revient pour le panel numéro 1 qui va être présidé par mon collègue Michel Gay.
et mon collègue Oleg Kourbatov sur le thème « Quel nouveau cadre de la mobilité dans l'enseignement supérieur ?» À tout de suite.